Étant donné la situation politique particulière de la France aujourd'hui avec la crise des Gilets jaunes, on s'interroge peut-être davantage que d'habitude sur les causes des troubles civils dans une société. Et pourtant, ce n'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Même si, pendant la période troublée que l'État romain, la République romaine, a connue pendant une vingtaine d'années, a été marquée justement par la première guerre civile qui annonce déjà les deux guerres civiles qui suivent au 1er siècle avant notre ère, entre Pompée et César d'une part, et d'autre part entre Octave et Marc-Antoine. La période dont il sera question aujourd'hui est celle qui s'étend de 90 à 71 avant notre ère. C'est une période où Rome connaît des troubles extrêmement importants dans 3 domaines. Il y a tout d'abord, entre 90 et 88, une guerre dite sociale, et je vais m'expliquer sur ce terme dans quelques instants. Il y a ensuite une guerre civile entre les partisans de Marius et ceux de Sylla, à la fin des années 80. Et alors il y a bien sûr, ce que tout le monde connaît, la révolte des esclaves, avec comme chef Spartacus entre 73 et 71. Donc, se succèdent, sur un rythme très rapide, une guerre sociale, une guerre civile et une guerre servile. Je vais traiter en fait du premier et du troisième événement, car les guerres civiles feront l'objet d'un chapitre à elles seules dans une leçon ultérieure. Guerre sociale et révolte servile, donc en Italie, entre 90 et 71 avant Jésus-Christ. Je parle bien d'Italie, parce que tous ces phénomènes se situent bien dans la péninsule, pendant une période de 20 ans. Il faut bien faire la distinction entre le premier et le second de ces conflits. Le premier de ces conflits a une nature politique et juridique. Le second conflit appartient directement à l'histoire sociale au sens strict cette fois, puisqu'il s'agit d'un contexte lié au mode de production esclavagiste. Voilà donc quant à la distinction qu'il faut faire entre ces deux conflits, mais il ne faudrait évidemment pas éluder l'aspect militaire, le contexte militaire dans lequel tous ces événements s'inscrivent et qui se termineront de manière d'ailleurs très différente. Je commence donc par la guerre entre Rome et ses alliés, entre 90 et 88. Parce qu'effectivement, lorsque l'on parle de guerre sociale, il faut entendre une guerre entre Rome et les Socii, si je le prononce à la manière cicéronienne, ou Socii, puisque socius en latin signifie ami en fait. De quoi s'agit-il? On va étudier dans un premier temps les origines de cette guerre sociale, dans un deuxième temps et plus rapidement ce qui a amené les hostilités et le déroulement de ces guerres, et enfin, dans un troisième temps, aborder les conséquences, tout à fait logiquement, c'est-à-dire la période de la normalisation
en distinguant deux aspects, d'une part l'aspect politique et juridique, et d'autre part l'aspect culturel qui est peut-être le plus important, quoi qu'il n'y paraisse. Les origines donc. Il faut savoir que Rome était alliée à des cités qui avaient des statuts très divers, des statuts multiples. On peut toutefois distinguer ces cités en deux catégories, celles qui suivaient le droit latin, qui était du nomen latinum, et d'autre part les alliés. Plus précisément, maintenant, essayons de comprendre les deux catégories de cités dont il est question ici, les latins et les alliés. Les latins tout d'abord, quelle est leur situation juridique et quelle est leur situation diplomatique et militaire? Leur situation juridique est la suivante. Ils ont, comme dans tout contrat, pratique, je dirais, écrit ou non, explicite ou implicite, deux types. Il y a deux aspects qu'il faut prendre en considération. D'une part, les droits et d'autre part, les obligations, comme toujours en matière de droit. Les droits tout d'abord. Les latins disposent d'un droit qui est, ou plutôt deux droits qui sont proches des romains. En matière de droit matrimonial, par exemple, ce que l'on appelle le connubium en latin, en matière commerciale, ou encore en ce qui concerne l'appel au peuple, ce qu'en latin on appelle la provocatio, ou provocation, si vous voulez. Il dispose, à côté de ces droits qui sont très proches des Romains, il dispose également du droit de vote pour ceux qui résident à Rome. Et enfin, ils disposent de leurs droits propres dans la gestion, l'administration de leur propre cité. On voit déjà que ici, il y a, sans vouloir faire de l'anachronisme à tout prix, un certain nombre de caractéristiques qui nous renvoient à l'époque contemporaine, à la nôtre, en ce qui concerne, par exemple, et surtout le droit des étrangers en matière de vote, dont on n'arrête pas de discuter et que l'on accorde progressivement aux étrangers chez nous, d'abord aux résidents européens, ensuite aux résidents non européens, avec des modalités différentes et dans des secteurs différents qu'il ne m'appartient pas de développer ici. Mais la question du vote a toujours été un élément important, si pas essentiel, dans les relations entre les autochtones et d'autre part les allogènes, si je puis dire, les étrangers. Maintenant, les latins, à côté de ces droits, ont un certain nombre de devoirs. Et ces devoirs, ils sont liés, ce sont des devoirs d'ordre militaire et des devoirs d'ordre financier. Effectivement, les latins sont tenus, lorsque Rome en a besoin, lorsque Rome est en guerre, de fournir un quota, un certain nombre de contingents qui permettent ainsi à Rome d'augmenter son armée. Mais je viens de vous dire qu'il y a aussi des devoirs sur le plan financier qui, eux aussi, sont liés à la guerre. Sur le plan militaire, ils ont, jusqu'à cette époque, toujours fait preuve d'une entière fidélité à Rome. Ce sont donc des amis fidèles de Rome. Ils appartiennent donc au premier cercle concentrique autour de Rome. Et puis il y a un deuxième siècle plus large qui regroupe un certain nombre de cités avec des statuts différents d'ailleurs dans la péninsule italique. Ce sont donc les alliés,
les fameux socii, ce qui a donné ce terme ambigu à la guerre qui va les opposer à Rome, de guerre sociale, qui, vous l'avez bien compris, ne doit donc pas être, ce terme ne doit pas être compris dans l'usage que nous lui donnons aujourd'hui, c'est-à-dire de combat à l'intérieur d'une même nation entre des individus qui appartiennent donc à des classes sociales différentes. Il ne s'agit donc pas du tout ici de cela lorsque l'on parle de guerre sociale. Les Alliés sont liés à Rome dans le cadre d'une alliance militaire qu'on appelle une symmachia. Donc S-Y-2-M-A-C-H-I-A, symmachia. On voit que c'est un terme donc d'origine grecque. Ils ont surtout, et je dirais presque exclusivement, des obligations à l'égard de Rome. Ils doivent obéir à Rome en fournissant un contingent militaire lorsque Rome fait appel à Dieu dans le cadre de guerre. Il se fait que ces contingents sont considérés aux yeux des soldats romains comme des sous-soldats qui sont méprisés parce que, et on en a un élément qui prouve ceci, c'est que lorsqu'il s'agit, après une guerre, de se partager le butin pris à l'ennemi, ils n'ont que la moitié du butin. D'autre part, ils sont 2 fois plus nombreux que les Romains et on les utilise essentiellement comme piétaille, comme, je dirais, je ne veux pas faire d'anachronisme non plus, mais comme on a pu utiliser lors de la Première, voire de la Deuxième Guerre mondiale, des ressortissants venant des colonies, en France ou en Angleterre, par exemple, dans le combat contre les Allemands. Donc, aux yeux des Romains, il s'agit en fait, je dirais, de chair à canon, même si le terme canon, évidemment, ici est tout à fait anachronique. Ils sont tenus aussi, bien sûr, à des charges financières rentrant dans le même cadre militaire lorsque Rome doit s'armer et lorsque Rome doit s'équiper donc et mener des expéditions hors de son territoire. Rome, en fait, a laissé pourrir la situation. Elle a laissé pourrir sur le plan politique. Pourquoi? Parce que Rome s'est mêlée de l'autonomie de ces cités. Et je rappelle que autonomie vient d'un terme grec qui signifie que lorsqu'une cité est autonome, elle a sa propre loi, elle se gouverne elle-même, elle s'administre elle-même, et Rome n'a pas respecté l'autonomie intérieure de ces cités. Alors il y a aussi sur le plan, je dirais, toujours sur le plan politique, mais avec un arrière-fond économique, parce que, je dirais, les aspects matériels sont toujours, ou bien souvent en tout cas, premiers dans le déclenchement des conflits. Il se fait que lors de sa réforme agraire en 133 avant notre ère, Tiberius Gracchus n'a pas inclus les Alliés dans la redistribution des terres, ce qui a évidemment amené une frustration des Alliés sur le plan purement matériel, mais aussi ce qui les a, comment dirais-je, frustrés au plan symbolique, parce que très clairement, il y avait cette distinction très nette entre, je dirais, les seigneurs, les Romains, et d'autre part, eux-mêmes, dans la péninsule italique. Maintenant, on passe aux hostilités.
ces hostilités donc qui se déroulent entre 90 et 88 avant notre ère et qui sont déclenchées par deux facteurs essentiellement, outre ceux que j'ai déjà évoqués jusqu'à présent et qui avaient, comment dirais-je, un arrière-fond économique et symbolique très clair. Le premier déclencheur est l'expulsion des Italiens de Rome en 95. Très clairement, ce sont aux yeux des Romains des étrangers, ce qu'ils sont en droit, effectivement. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le rejet d'une loi qui avait été proposée par un tribun de la plèbe qui s'appelait Livius Drusus, excusez-moi, un rejet d'une proposition de loi donc sur la redistribution. Cette loi, Trogatio exactement, n'était pas passée en 91 et ça va être, si je puis dire, un des éléments qui va entraîner la révolte des Alliés, d'autant plus qu'elle était liée à, comment dirais-je, le don, oui, enfin le don, entendons-nous bien, il ne faut pas entendre ça d'une manière évidemment festive, mais cette loi prévoyait également que l'on accorde la citoyenneté romaine aux Alliés. Donc tout cela est rejeté d'un revers de main, donc la redistribution des terres aux Alliés et d'autre part la citoyenneté qui leur est refusée, et cela amène à un conflit qui va conduire à un soulèvement tout à fait considérable qui va amener à la fois différents peuples de cités qui se trouvent au nord et au sud de Rome à se rassembler. Ils vont même fonder pour une durée limitée une capitale d'ailleurs, dans le cadre d'une confédération de cités. On peut même dire qu'ils ont un peu calqué, si je puis dire, leurs institutions sur le modèle romain. L'objectif, le but qui était le leur, était essentiellement d'avoir une même protection, tant sur le plan économique que sur le plan social, que les agriculteurs romains. Donc on voit qu'il y a donc une dimension sociale également, et c'est bien le seul aspect où il y a une dimension sociale dans ce conflit. Je vous passe les différentes péripéties de ce conflit qui va conduire à l'écrasement des Alliés définitivement en 88. Maintenant, que s'est-il passé par la suite? En fait, il y a eu une normalisation. Normalisation qui, comme je l'indiquais dans le plan tout à l'heure, va se situer à deux niveaux. Tout d'abord sur le plan juridique et politique, ensuite sur le plan culturel. Sur le plan juridique et politique, il s'agit effectivement d'accorder la citoyenneté, d'octroyer la citoyenneté à tous les latins et aux alliés qui s'engageraient bien sûr à déposer les armes. Tout cela est prévu par la Lex Iulia en 89 avant notre ère. De plus, toujours sur ce plan-là, le droit latin est accordé aux Gaulois de la Gaule cisalpine. Donc de ce côté-ci des Alpes, littéralement. C'est-à-dire du côté romain. Les alliés vont être intégrés après des heures avec les Romains qui acceptaient, et on le comprend difficilement, que
citoyens romains, eux, les Romains au sens strict, allaient être dissous dans un ensemble politique plus vaste, puisque les alliés étaient nettement plus nombreux qu'eux, et par conséquent, leur voix, au sens politique du terme, n'allait plus être prise en compte de la même manière. C'est bien d'ailleurs ce qui avait fait reculer pendant tant d'années, au début du 1er siècle avant notre ère, qui avait fait reculer le pouvoir romain à accorder justement la citoyenneté aux alliés, parce qu'il y avait un électorat dont il fallait tenir compte, et il s'agissait de prévenir des troubles à Rome même, au sein même de la population de l'Ours, de la ville. Enfin, sur le plan politique, il ne faudrait pas négliger non plus qu'un certain nombre d'alliés politiquement vont se rallier au moment des guerres civiles, en tout cas beaucoup d'entre eux, aux radicaux de l'État romain. Donc effectivement, c'était un petit peu mettre le ver dans la pomme, et c'était un risque, mais un risque que les Romains n'ont pas eu le choix de prendre, parce qu'il y avait un rapport de force finalement numérique dans la péninsule qu'il fallait à terme, bien sûr, dans la mesure où il y avait des guerres dans des contrées très lointaines à ce moment-là, en particulier en Orient, et effectivement Rome ne pouvait pas se permettre d'avoir des guerres comme ça, à la fois dans des contrées lointaines et dans le cadre même proche, sur le plan géographique, de la péninsule italique. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a une autre dimension dont il faut prendre compte dans le cadre de la normalisation des relations entre Rome et les Alliés à côté de la dimension politique, juridique dont je viens de faire état, c'est la dimension culturelle qui est peut-être sur le long terme la plus importante. Parce qu'effectivement, les Alliés, ne fût-ce que sur le plan symbolique, tenaient à participer de cette romanité, de cette romanisation qui était en cours déjà depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, depuis le IIe siècle, voire même le IIIe siècle en Italie même, et cette romanisation fut lente, mais elle fut remarquable. Donc il ne faudrait surtout pas oublier cet aspect-là, parce que dans les manuels scolaires, on évoque essentiellement la dimension de normes, comment dirais-je, politique et juridique, qui résulte de la fin de cette guerre dite sociale en 88, mais il ne faudrait pas négliger donc l'aspect culturel, c'est-à-dire celui qui relève de la romanisation, et je vous montrerai dans quelques instants, enfin à la fin de cette leçon, un ouvrage qui fait état de cet aspect des choses. Passons maintenant, alors là, on va passer 15 ans plus tard, puisque je vous ai dit que d'emblée, dans mon introduction, que je mettais entre parenthèses la guerre civile entre les partisans de Sylla d'une part et de Marius et de Cinna, de Marius d'autre part. Et qui en 81 avait abouti à la défaite, je dirais, des partisans de Marius et à l'installation, pour quelques années, de Sylla en tant que seul leader de la Rome républicaine, dans le cadre d'une dictature d'ailleurs. Mais ceci sera développé plus tard. Nous passons donc maintenant au second volet, au deuxième panneau de
cette leçon, ce panneau qui concerne la révolte des esclaves. Donc ici, on est dans le cas d'une guerre servile, avec un arrière-fond social par définition, puisque on se situe ici dans le cadre d'un mode de production particulier, le mode de production esclavagiste, mais on va voir que pour la révolte de Spartacus, ce mode de production ne semble pas, en tout cas rien ne laisse entendre dans les textes, même s'ils émanent évidemment des élites, ne laisse entendre qu'il y a eu une dimension sociale, enfin pas sociale, mais je veux dire une remise en cause du mode de production esclavagiste. Je rappelle que cette révolte de Spartacus, bien connue, s'étend de 73 à 71 avant notre ère. Alors, je vais successivement expliquer, d'une part, tout d'abord, quelles sont les causes des révoltes serviles à Rome, à deux moments particuliers. Ensuite, je vais évoquer et essayer de comprendre avec vous le précédent, qui a échoué d'ailleurs, d'une révolte servile de 140 à 134, donc de 140 à 134 en Sicile, avant, bien sûr, d'expliquer la révolte de 73-71. Donc je commence ici par les causes des révoltes serviles. Il faut comprendre le contexte, tout d'abord, dans lequel elles vont se développer. Alors ici, je vais jouer à Monsieur la Palisse, mais pour qu'il y ait eu des révoltes serviles, il faut qu'il y ait eu des esclaves qui soient arrivés à Rome à un moment donné. Alors tout ça s'est fait dans quel contexte? En fait, Rome, au IIe et au Ier siècle de notre ère, est dans une phase de conquête qui est un véritable Big Bang dans le cadre de la civilisation de l'Antiquité. Ces conquêtes ont commencé juste après les guerres puniques, qui se terminent en 202 après la bataille de Zama, donc les guerres contre Carthage. Il y a eu des guerres en Grèce, principalement contre le roi ou dans le monde grec contre le roi qui dirigeait l'empire séleucide, contre le royaume de Macédoine, qui conduisent à créer d'ailleurs de nouvelles provinces, la province de Macédoine et la province d'Achaïe. Il y a eu des guerres en Asie, il y a eu l'absorption du royaume d'Attale III, qui avait légué son empire à Rome en 133 avant notre ère. Entre-temps, il y avait eu la destruction de Corinthe et de Carthage en 146. Et puis les guerres continuent, elles vont continuer, je ne vais pas faire ici parce que ce n'est pas l'objet de mon cours, mais il y a eu donc, à la suite de ces guerres, donc des esclaves qui arrivent de Grèce, qui arrivent d'Asie mineure, qui vont arriver également de Gaule. Ces esclaves vont arriver en très très grand nombre. Ceci va complètement déstabiliser l'économie et la société romaine, parce que dans la péninsule italique, il y avait de très nombreux petits propriétaires qui vont subir progressivement la transformation. Vous devez vous dire que c'est une transformation de la société à l'époque liée à la concentration des terres, qui fait un peu penser quand même à la concentration du capital sur le plan financier aujourd'hui, depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, et qui effectivement conduit
entre autres, à la révolte des Gilets jaunes, même si ce n'est pas la seule cause. Mais enfin, dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de petits indépendants, hein, qui, effectivement, n'en peuvent plus contre les taxes qui reposent sur leur dos. Il y avait eu les tentatives en 133 et 121 de Caius et Tiberius Gracchus, enfin de Tiberius et de Caius Gracchus, il faut les replacer dans le bon ordre évidemment, qui avaient tenté de restructurer la propriété terrienne en redistribuant des terres. Mais leur objectif n'était pas de s'intéresser évidemment aux esclaves. En fait, ce qu'ils avaient en tête, enfin leur clientèle, c'était la petite bourgeoisie, si je puis dire, paysanne. Je ne veux pas faire ici de nouveau d'anachronisme, mais mon objectif est d'être compris. Ceux qu'ils défendaient, c'était les petits propriétaires, finalement. Tout cela avait échoué, comme on le sait, avait conduit donc à l'assassinat de ces deux tribuns. Donc, concentration des richesses. Pourquoi? Parce que comment dirais-je, des personnages qui sont liés, des hommes politiques d'ailleurs, des sénateurs essentiellement, qui sont liés de près au pouvoir politique, acquièrent des latifundia, c'est-à-dire des propriétés terriennes immenses. Ils rachètent à des petits propriétaires leurs terres parce qu'ils ne peuvent plus suivre. Vous savez très bien, c'est les économies d'échelle. Il est beaucoup plus facile de produire et de vendre lorsque vous travaillez sur des surfaces importantes avec d'autres outils, et surtout grâce à la main-d'œuvre d'esclaves qui sont gratuits par définition. Bon, bien entendu, il faut payer leur nourriture, mais à part cela, un esclave ne coûte pas cher. Et on l'utilise, je dirais, on l'use jusqu'à la corde, et la durée de vie des esclaves n'est pas très longue. Je parle en tout cas des esclaves qui travaillent, je ne parle pas ici des esclaves domestiques, je parle ici des esclaves qui travaillent qui travaillent dans les champs, donc en milieu rural, où ils sont très très nombreux. Très très nombreux. Voilà. Il y a donc une concentration des esclaves sur ces latifundia. Concentration des esclaves. Ceci doit, et nouveau, je ne peux pas faire d'anachronisme, mais dans un but pédagogique, j'essaie quand même de faire des liens entre les différentes périodes de l'histoire, ne fût-ce que pour peut-être faire un petit peu réfléchir. La concentration d'une main-d'œuvre exploitée, à l'époque, une main-d'œuvre servile, plus tard une main-d'œuvre ouvrière, donc le prolétariat, qui vit de salaires minables et dans des conditions de travail, d'hygiène épouvantables, va conduire en 1917, souvenez-vous, cette concentration à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Odessa en particulier, cette concentration d'ouvriers va évidemment favoriser la communication entre les prolétaires, va favoriser la propagande des bolcheviks et est évidemment un facteur important, essentiel de la révolution, des deux révolutions de février et d'octobre 1917. Alors que dans les campagnes, là, les choses sont beaucoup plus difficiles à mener, en tout cas à la même échelle, même s'il y a eu effectivement aussi une révolte rurale. Pensons surtout à la révolte anarchiste de Makhno en Ukraine entre 1917 et 1921. Mais revenons à Rome, puisque c'est mon sujet ici.
On est dans une période de grande instabilité politique, on l'a vu avec les frères Gracq. J'ai évoqué également la guerre civile entre les partisans de Sylla et de Marius 50 ans plus tard, ou 40 ans plus tard si on fait référence à Caius, Gracchus. Et donc tout cela favorise une situation, un état d'esprit qui va provoquer cette révolte servile. D'autant plus qu'il va y avoir une dégradation de la condition servile parce que les maîtres des domaines, donc ces grands propriétaires fonciers, ne gèrent pas leur domaine comme ils devraient le faire, et bien sûr, il y a comme adjuvant, je dirais même comme adjuvant essentiel, le désir de liberté de ces esclaves. Donc, je rappelle, parmi les causes des guerres serviles, donc les grandes conquêtes qui amènent une concentration des richesses, une concentration des esclaves, ce qui permet au moins partiellement une prise de conscience de classe, mais on va voir que ceci ne va pas se faire de la même manière et n'aura pas les mêmes répercussions dans la révolte servile en Sicile entre 140 et d'autre part 134, et d'autre part la révolte de Spartacus et de ses esclaves entre 73 et 71. Il y a eu effectivement un précédent à la révolte de Spartacus, entre 140 et 134, comme en Sicile, comme je le disais il y a quelques instants. En fait, il y a eu une révolte des esclaves dans les domaines de deux grands propriétaires fonciers, et ceci a amené à la création d'un royaume qui va durer quelques années, donc entre 140 et 134, et le chef de cette révolte, qui s'appelait Eunoüs, va prendre le titre de roi avec le nom d'Antiochus, qui est un nom évidemment beaucoup plus prestigieux, puisqu'il renvoie à une série de rois de la dynastie séleucide. Cette révolte a été écrasée par Rome finalement en 134, mais ce qui serait intéressant, et c'est ce que je vais faire ici bien entendu, c'est de comprendre quels étaient les buts de cette révolte. Alors, les buts sont doubles en fait. Il y a un but politique et il y a un but social. Le but politique singe en fait l'existence, singe l'État romain lui-même. Enfin, quand je dis singe, pas tout à fait, puisque ce n'est pas une république, mais un royaume qui va être mis en place. Un royaume, je dirais, qui prend pour modèle les royaumes hellénistiques. Et effectivement, Eunoüs, donc Antiochus, puisque c'est le nom qu'il prend en tant que souverain, en tant que roi, va créer autour de lui une cour, un petit peu, je dirais, comme ça a été le cas à Haïti lors de l'indépendance de l'île contre les Français au début du XIXe siècle. Une monnaie va même être créée, et l'on sait que la monnaie, à côté de l'armée et de la justice, sont des signes typiquement régaliens, qui sont propres à un État qui se veut souverain et indépendant. Donc là, on a été très loin, même si ça n'a duré que quelques années. Je vous ai dit qu'à côté du but politique, il y a aussi un but social. Et c'est en cela, surtout, le premier point est essentiel aussi pour comprendre la différence avec la révolte de Spartacus, mais il y a, du point de vue de l'histoire sociale, ça m'intéresse peut-être un peu plus,
une grande différence sur le plan social, justement, que la révolte de Spartacus, parce que dans cet État, on a supprimé l'esclavage. On a supprimé l'esclavage. Voilà. Donc ça, c'était une expérience importante dans l'histoire de l'Antiquité. Alors maintenant, il est temps, bien sûr, d'arriver à la révolte de 73-71. Il s'agit d'une révolte, au départ, de gladiateurs. Et on peut comprendre que dans ce milieu particulier où, finalement, le destin s'arrêtait avec la mort lors d'un combat, mais que finalement, l'espérance de vie étant faible, et comme de toute façon il n'y avait pas moyen de s'en tirer autrement que de cette manière, l'idée évidemment d'un soulèvement est surgie. Alors, il s'agit d'un soulèvement qui a eu lieu à Capoue, ville dans laquelle se trouvait une école de gladiateurs, ce qu'on appelle des ludi au pluriel, donc de ludus. Les gladiateurs, ou en tout cas 78 d'entre eux, enfin il y en avait 200 d'après Plutarque au départ, qui se sont révoltés, mais ils ont été dénoncés et seuls 78 ont pu fuir de Capoue, constitué dès lors assez rapidement une petite armée qui s'est dirigée vers Naples, puis grossissant, va remonter jusqu'aux Alpes. Arrivant aux Alpes, elle a fait demi-tour, et puis finalement, elle va être, cette révolte, cette armée va être écrasée. Alors, je vous ai dit en fait que il y a eu un soulèvement et puis une réaction de Rome. Mais qu'est-ce qui explique que cette révolte ait pu durer aussi longtemps? En fait, il y a deux éléments, me semble-t-il. Le premier élément, c'est le fait que Rome était distraite, l'armée de Rome était distraite par des guerres en Espagne d'une part et d'autre part en Orient. Autrement dit, il a fallu du temps pour que Rome puisse mobiliser dans la péninsule italique même des troupes pour réagir. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que les Romains n'ont pas pris conscience de la dimension de cette révolte. Pour eux, dans un premier temps, il s'agissait d'une opération de police visant à écraser quelques esclaves. Mais il se fait que, là, on est bien dans le malaise, et plus que le malaise de cette révolte, plutôt de tout ce petit peuple qui s'est vu progressivement dépossédé de ses terres, finalement, face à la progression des grandes propriétés, en Campanie en particulier, et ces terres deviennent tellement, enfin, ces grandes propriétés deviennent tellement importantes, le rendement de ces grandes propriétés, bien qu'il n'ait pas été très important, entendons-nous bien, mais en tout cas, face à des petits propriétaires, et grâce à l'utilisation d'une main-d'œuvre gratuite bon marché constituée par les esclaves, a permis donc à ces grands propriétaires de concentrer du capital. C'est pour ça que je fais régulièrement des comparaisons avec d'autres périodes de l'histoire et avec aujourd'hui même, parce que, je veux dire, les phénomènes doivent être compris comment dirais-je, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, mais là, je le dis parce que ça me paraît évident, à l'époque comme aujourd'hui, il s'agit d'une guerre de classe, même si la notion de guerre de classe, dans les deux cas, je dis bien dans les deux cas, n'est pas vraiment tout à fait, comment dirais-je, lucide
parce que à la fois les esclaves, dans le cas de la révolte de Spartacus, et aujourd'hui avec les Gilets jaunes, même s'il s'agit d'un phénomène de classe, n'est pas, comment dirais-je, animé par une véritable conscience de classe homogène. Mais ça me prendrait trop de temps de le développer. Peut-être quand j'aurai peut-être comme d'autres une vision plus globale de la situation ou plutôt de l'évolution de la situation en France en ce début de 2019, ferai-je une conférence sur le sujet, mais je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise, bien que j'ai des idées quand même qui se précisent de plus en plus, mais il y a des éléments nouveaux qui interviennent. Voilà, et je crois que ça vaudra la peine d'être étudié, parce que l'histoire, c'est pas seulement l'étude du passé, c'est aussi l'étude du présent, et on l'oublie trop souvent. Et l'étude du passé, je peux vous le dire, et sans faire d'anachronisme, nous donne quand même toute une série de clés. Voilà, je vois que je suis un petit peu parti là dans l'actualité, et il faut que je retombe sur Terre, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2000 ans. Voilà. Je reviens donc de Messieurs, C-I-E-U-X, pour revenir effectivement dans une période qui est lointaine, mais qui, à mes yeux, en tout cas d'historien, comme vous le voyez, est toujours très vivant. D'ailleurs, comment être historien si, lorsqu'on étudie un phénomène, on n'avait pas devant les yeux ces dix phénomènes? On les a devant les yeux, mais évidemment, l'imagination peut jouer des tas de détours, et c'est la raison pour laquelle il faut appliquer une critique très stricte au texte, à toutes les sources que l'on a devant les yeux, parce que sinon on part dans le délire, ça va tout à fait de soi. Donc j'essaye de retomber sur mes pieds, et je vais vous lire d'ailleurs des extraits de Plutarque, parce que pour cette révolte servile, au fond, on a deux sources principales, Appien et Plutarque, et alors on a quelques passages, mais qui ne représentent pas grand-chose, chez Cicéron, chez Salluste et chez Varron. Donc, au départ, il y a 78 esclaves qui fuient Capoue et qui constituent une petite armée, et tenez-vous bien, après quelques mois, ils sont 70 000. Donc autrement dit, on peut multiplier par 1000, excusez-moi, par 1000 le chiffre de départ. Évidemment, ce ne sont que des évaluations qui valent ce qu'elles veulent, mais en tout cas, cette révolte a pris une dimension très importante. Alors quels en furent les acteurs? Essentiellement donc des esclaves, cela est tout à fait sûr. Mais à côté des esclaves, et c'est la raison pour laquelle je me suis tellement attardé sur la concentration des richesses entre quelques grands propriétaires terriens qui font partie de la classe sénatoriale tout à l'heure, c'est que l'on va trouver, à côté des esclaves, on va trouver des ouvriers agricoles et on va trouver des bergers. Ce qui fut leur avantage, c'est qu'il y a eu une véritable union des forces. Et c'est pour ça que je dis que s'il n'y a pas eu une véritable conscience de classe au sens complet du terme, il y a eu quand même la conscience qu'il fallait mener un combat commun. Inutile d'expliquer à ceux qui ont participé à des mouvements sociaux combien cette unité est fondamentale. Il n'y a pas eu de dispersion des forces. Mais c'est peut-être le moment justement de lire Plutarque. Et je le lis ici d'après la traduction en français de Bernard Lazarus, dans la collection Garnier. Voilà. Alors ici, j'ai devant les yeux, attendez, je le montre de cette manière-ci, j'ai devant les yeux le tome 2, en tout cas dans l'édition Garnier. Il y a près d'une soixantaine de vies, sauf erreur de ma part.
Alors, c'est dans la vie de Crassus, puisque dans ces vies parallèles, vous avez, sauf pour les dernières d'entre elles, vous avez toujours un parallèle entre la vie d'un grec et la vie d'un romain, hein, d'où le titre. C'est dans la vie de Crassus que l'on retrouve les chapitres concernant la révolte de Spartacus, c'est du chapitre 8 au chapitre 11, ce qui signifie de la page 49 à la page 55 dans l'édition que j'ai devant les yeux et dont je me suis servi. Donc pour retourner au texte, puisque je vous ai dit que l'essentiel c'est quand même un de retourner au texte et deux d'en faire une critique. Bien entendu, il ne s'agit pas de prendre au premier degré tout ce qu'un auteur peut dire. Il faut comparer les sources entre elles et alors c'est tout le travail de l'historien de faire de la critique externe, la critique interne, la critique de crédibilité, enfin d'interprétation, de crédibilité et de sincérité, ce que tous les historiens font, surtout pour les sources anciennes qui sont tellement peu nombreuses. Donc ici, il est dit donc, voilà, on vous parle donc au début de la révolte donc à Capoue. 200 d'entre eux décidèrent de s'enfuir, mais on les dénonça. Les premiers avertis de la délation prirent les devants et au nombre de 78, armés de couteaux, de cuisine et de broches dérobées dans une rôtisserie, ils bondirent hors de Capoue. Alors plus loin, alors là c'est la raison pour laquelle je vous ai évoqué à côté des esclaves la présence d'ouvriers agricoles et de bergers. Il est dit ceci. Alors, les gladiateurs cernant les Romains les frappèrent-ils de terreur par la soudaineté du mouvement. Ils les mirent en fuite et s'emparèrent du camp. Beaucoup d'entre les pâtres et les bergers du pays s'adjoignirent à eux. Donc beaucoup d'entre les pâtres et les bergers du pays s'adjoignirent à eux. C'était des hommes batailleurs et agiles. Alors là, le premier extrait était dans le chapitre 8. Ici, nous sommes dans le chapitre 9, qui est le plus important, à la fois en dimension... non, le chapitre... oui, c'est le chapitre le plus important. En dimension peut-être, mais ce qui compte, c'est surtout l'importance des informations que l'on y trouve sur le plan qualitatif. Alors on parle de Spartacus, il conduisait son armée vers les Alpes, donc on n'est pas au début de la guerre, hein, je vous rappelle, Capoue, Naples, on remonte vers les Alpes, et puis ils vont redescendre ensuite. J'ai fait un cours sur tout ceci qui a été enregistré, et à l'époque j'avais un tableau derrière moi où j'avais, comment dirais-je, dessiné le parcours de l'armée de Spartacus. On le retrouvera, vous le retrouverez aisément dans des enregistrements, mais qui datent quand même d'il y a quelques années. Alors, donc Spartacus conduisait son armée vers les Alpes et qu'il était d'avis de passer pour retourner ensuite. Alors, qu'il était d'avis de passer pour retourner, alors ça c'est l'avis de Spartacus. Ensuite, chacun chez soi, les uns en Thrace, les autres en Gaule. Donc, point de vue de Spartacus, on voit bien que l'objectif, c'est pas de prendre, je dirais, prendre la place des Romains, ce n'est pas non plus de transformer le mode de production esclavagiste en autre chose, hein? Mais ces soldats donc, de Spartacus, forts de leur nombre et exaltés par leur succès, ne l'écoutaient pas. Ils ravageaient l'Italie où ils se répandaient. Donc, l'objectif de Spartacus, on l'a bien compris, c'est le retour au pays. L'objectif de beaucoup de ces soldats, en tout cas dit Plutarque, hein, n'oubliez pas que Plutarque, bon, il a les sources, il a ses sources, et il écrit beaucoup plus tard, hein. Ça c'est pas toujours plus mal, hein, puisqu'il vit dans la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, et dans le premier quart du 2e siècle de notre ère, donc sous le Haut Empire. N'oubliez pas que
Plutarque écrit en grec, hein, il n'écrit pas en latin, bien sûr. Alors, donc, on voit qu'il n'est pas question, en tout cas chez Plutarque, d'abolition de l'esclavage, et que deux hypothèses sont formulées, hypothèses ou affirmées, en tout cas par Plutarque, le retour dans les terres d'origine, et d'autre part, pour ces soldats, le pillage de l'Italie. En conclusion de ce cours, il faut retenir quelques idées forces. Tout d'abord que, sur le plan chronologique, entre 90 et 71, Rome connaît des troubles très importants. Et ces troubles sont divers. Ils concernent le rapport que Rome a avec ses alliés. On voit que ce conflit aboutit finalement à une normalisation. On voit aussi qu'il y a une révolte qui ne dure que 2 ans, 3 ans, une révolte servile cette fois. Cette révolte est matée, puisque d'après la tradition, Crassus aurait crucifié 6000 de ses esclaves sur la voie appienne, qui est donc cette route qui part de Rome, la Via Appia, et vous avez sans doute en souvenir ce dernier moment de Spartacus joué par Kirk Douglas, lorsqu'on le voit crucifié le long de cette Via Appia. Donc, une révolte qui ne remet pas en question le mode de production. Alors, est-ce que ça signifie que pour autant, il n'y ait pas eu de conscience de classe ? Dans l'Antiquité, certainement pas, puisque l'on a vu quand même que entre 140 et 134, l'esclavage avait été supprimé dans le royaume de Nous, c'est-à-dire dans le royaume d'Antiochus. Il n'y a pas eu la volonté de maintenir cette institution épouvantable. Voilà. Vous savez, c'est pas tellement évident parce que quand vous pensez aux Antilles, il y a eu au XVIIIe siècle un certain nombre de métis ou d'esclaves affranchis qui, une fois affranchis, achetaient eux-mêmes des esclaves, non pas pour les libérer, mais pour les faire travailler. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a un lien étroit entre l'ethnicité et, je dirais, la condition sociale dans laquelle on se trouve. Voilà, je voulais insister là-dessus. J'espère que cet exposé, que cette petite conférence, ce cours à destination de mes étudiants, mais dont j'essaye de faire profiter le plus grand nombre, permettra de sensibiliser donc le grand public à ces problématiques qui sont très complexes finalement et sur lesquelles on a tendance, ces situations sur lesquelles on a tendance à projeter beaucoup de choses, alors qu'en fait il faut reprendre les textes, il ne faut pas leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas, que l'on peut formuler des hypothèses, mais qui ne sont que des hypothèses, et qu'il ne faut donc pas construire des théories généralisantes sur l'organisation sociale et politique dans l'Antiquité, d'autant plus que l'Antiquité, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des Antiquités, hein, il y a l'Antiquité proche-orientale elle-même subdivisée en plusieurs États. Vous avez l'Antiquité grecque, et la Grèce et le monde grec lui-même évoluent fortement évidemment entre l'époque archaïque et l'époque hellénistique,
Même chose pour l'État romain. L'État romain de l'époque de la royauté n'a plus rien à voir, bien entendu, avec le 1er siècle avant notre ère, ou avec, a fortiori, la Rome du Haut Empire, ou la Rome des derniers siècles de l'Empire romain. Je vous montre maintenant quelques livres. Alors, je pars, comme d'habitude, des ouvrages les plus généraux pour arriver vers des ouvrages plus spécialisés. Alors, dans la collection Le Sens commun aux éditions de Minuit, de Moses Finlay, L'économie antique, un grand classique qui concerne aussi bien le monde grec que le monde romain. C'est un ouvrage tout à fait essentiel, je dirais, et un ouvrage qui a une vision, je dirais, très, très synthétique et surtout qui ne se contente pas de collectionner des faits, mais qui essaie vraiment de comprendre la dynamique des sociétés antiques. Alors de Claude Mossé, Le travail en Grèce et à Rome, en que sais-je. Il y a donc tout un chapitre sur les grands domaines et la main-d'œuvre dans les grands domaines à Rome. Un ouvrage qui va dans la même voie, L'économie du monde romain, de Jean Andreau, qui est un grand spécialiste de l'économie romaine, dans la collection Ellipse. Alors un autre classique de Alfeuilly, Histoire sociale de Rome. Vous n'avez pas beaucoup de pages sur la révolte servile, mais enfin, le fait d'intégrer ce chapitre dans une vision d'ensemble n'est vraiment pas du tout sans intérêt. Et alors, ce que je n'avais pas remarqué, c'est curieux de ma part, mais enfin c'est un ouvrage que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque, je vois qu'il y a donc sur l'arrière de couverture un texte, peut-être d'ailleurs est-ce un extrait d'une préface, je ne sais pas. Apparemment pas. De Yann Le Bohec, qui était à l'époque professeur à l'université de Lyon 3, et que j'ai interviewé tout à fait récemment sur l'armée romaine des origines à la fin du Bas Empire, donc jusqu'au 5e siècle, et que j'espère bien interroger le mois prochain à l'occasion de la sortie, de la publication de son livre sur Lucullus, général romain et gastronome. Alors, de Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 1, les structures de l'Italie romaine, en Nouvelle Clio, presse universitaire de France. De Jean-Michel David, La République romaine de la Deuxième Guerre punique à la bataille d'Actium, 218-31, en point histoire. C'est le volume 7 de la Nouvelle Histoire de l'Antiquité. Alors, voilà l'ouvrage de Jean-Michel David, dont je vous parlais tout à l'heure quant à la romanisation d'Italie. Vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé de la normalisation culturelle de la péninsule après les guerres, la guerre sociale. Donc voici le livre. Donc la romanisation de l'Italie en chant Flammarion. Très agréable à lire. Alors, de Brunt, conflits sociaux et en République romaine, c'est traduit de l'anglais, dans la collection Texte à l'appui chez François Maspero. Alors, un recueil de textes commentés, présentés par Claude Nicolet, Les Gracques, crise agraire et révolution à Rome, dans la collection Julliard, dans la collection Archives chez Julliard. Donc pour ceux qui souhaitent se référer au texte pour cette période-là,
c'est évidemment un petit livre qu'il s'agit de consulter de toute urgence. Alors, l'ouvrage, je dirais, de base, dont je me suis servi abondamment, évidemment, pour préparer cet exposé, est l'ouvrage de Catherine Salle, 73 avant Jésus-Christ, Spartacus et la révolte des gladiateurs, aux éditions Complexes. Alors, en fait, cet ouvrage ne concerne pas que la révolte de Spartacus. Il suffit de consulter la table des matières, que je ne retrouve plus évidemment, voilà, qui se trouve tout au début, et l'on comprendra évidemment tout l'intérêt de cet ouvrage, y compris pour la guerre servile qui a précédé, pour la révolte servile qui a précédé et qui a conduit à l'établissement d'un État en Sicile entre 140 et 134. En effet, le premier chapitre porte sur la guerre de Spartacus, mais ensuite vous avez un second chapitre qui porte sur les autres guerres serviles, dont on parle généralement pas dans l'enseignement secondaire, et pour des raisons de temps, hein, donc il ne s'agit pas ici d'incriminer qui que ce soit, où il est question, entre autres choses, de la révolte donc, de Nous contre les êtres dont il a été question. Et alors vous avez évidemment le chapitre 3, l'esclave, un homme ou une chose. Chapitre 4, un état malade de ses victoires. Et alors, ce qui est intéressant aussi, donc c'est le chapitre 4, le chapitre 5, la postérité de Spartacus, où il est question, entre autres, de Spartacus et la Révolution. Ça se trouve donc aux pages 67 à 170. Voilà. Et il est question, évidemment, on y trouve entre autres un texte qui date du 1er Brumaire en 6, qui concerne le danger présenté par la colère servile et souligné par par Escasserio Aîné, et que je peux peut-être vous lire d'ailleurs, donc l'an 6. Donc l'an 1, je rappelle, débute le 21 septembre 1792, ou 22 septembre, c'est-à-dire au lendemain de la bataille de Valmy et de la proclamation de la République française. Donc vous faites le calcul, hein, en 6. Alors voilà ce qu'il dit. Je vais citer simplement cet extrait. « Pensez-vous qu'il eût été facile de précipiter sous le joug de leurs anciens oppresseurs des hommes à qui l'on avait promis depuis 5 ans la liberté, qui en avaient joui ? N'était-ce pas rompre tous les liens qui unissaient les colonies à la mère patrie, y appeler la guerre civile, l'indépendance ou l'ennemi, ou bien mettre entre les mains de quelques nouveaux Spartacus ?» Je rappelle qu'ici, il est question, en fait, d'un événement qui est présent, que j'évoquais tout à l'heure, donc les problèmes coloniaux de la France et les révoltés de Saint-Domingue, c'est-à-dire d'Haïti, hein, de quelques nouveaux Spartacus, le fer qui devait venger cette terre infortunée de tant de promesses violées, de tant d'outrages. Il n'a appartenu qu'à la magie des lois de Lycure, le fondateur légendaire le rédacteur légendaire de la Constitution de Sparte, de tenir pendant, le concepteur plutôt, de tenir pendant des siècles la moitié d'un peuple dans l'esclavage de l'autre, et cette injustice depuis 3000 ans crie encore vengeance. Partout ailleurs, le sentiment de l'oppression a produit des explosions funestes. C'est ce sentiment résistible qui porta aux portes de Rome la terreur des esclaves de la Campanie, etc., etc., etc. Voilà, et puis vous avez d'autres textes qui sont cités, donc de l'an 6, et même un texte aussi du Jacobin Sontonax de 1791. Voilà, donc c'est un ouvrage que je vous conseille vivement, hein, d'autant plus qu'il ne coûte pas cher. Et alors, vous avez également la référence des sources anciennes sur les guerres civiles
à la page 203. Alors, un ouvrage de Jean Andreau et de Raymond Descas, Esclaves en Grèce et à Rome en Hachette Littérature. Et enfin, pour terminer, sous la direction d'Andrea Giardina, L'homme romain, dans la collection Point au seuil. Et alors, dans ce livre, donc dans ce recueil, vous avez un chapitre sur les esclaves, donc dans le monde romain, chapitre essentiel qui couvre les pages 179 à 225, avec une bibliographie abondante et qui a pour auteur Yvon Thébert. Je vous montre cet ouvrage qui lui aussi ne coûte pas très cher. Donc, je dis ça pour mes étudiants. Et d'ailleurs, le chapitre qui suit a été rédigé par Jean Andreau et s'intitule « L'affranchi ». J'ai dit